Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Camara. Il est beaucoup question ces derniers temps dans la presse de vous, une décision de justice qui est tombée récemment. Comment est-ce que vous l'avez appris et comment est-ce que vous l'avez conçu? Écoutez, c'est une décision de justice qui me condamne lourdement. Une décision dont j'ai pris connaissance alors que j'étais dans l'avion de retour qui me ramenait à Dakar. Une décision qui évidemment m'a surpris, mais une décision que je ne peux pas encore expliquer, ni moi, ni mes avocats, puisque la décision a été rendue en audience. Nous avons depuis essayé de trouver l'arrêt du président Hamadi Diouf, mais cet arrêt n'existe toujours pas. Alors c'est étonnant. C'est étonnant parce que la décision est rendue sans pouvoir être pour l'instant motivée. C'est contraire aux habitudes et c'est particulièrement gênant. Bon, ce qu'on peut faire, d'ailleurs ça me bloque un peu dans ma capacité de riposte et d'explication, mais ce qu'on peut retenir quand même de cette décision, c'est d'abord qu'on me condamne pour usage de faux. Il faut savoir que lors de l'audience du 18 juin, en face du président Hamadi Diouf, ce que je lui ai demandé, moi, c'est « Mais, Monsieur le Président, voilà bientôt 3 ans que je suis poursuivi pour un usage de faux qu'on ne m'a pas encore présenté. » J'appelle ça un faux en document administratif. On ne m'a pas encore présenté un document allégué de faux. C'est quand même incroyable. Donc, usage de faux, condamné également pour tentative d'escroquerie. Mais là aussi, j'ai demandé, mais quels sont les biens, quels sont les avoirs que j'aurais tenté d'escroquer à la dame Aminata Diack. Jusqu'à présent, personne n'est capable de me lister ces biens, de me citer ces biens, non plus de me dire par quels moyens j'ai tenté. Donc c'est quand même incroyable. Je suis condamné pour 2 chefs, mais pas de preuves, pas d'éléments matériels, rien. Et puis alors, le bouquet quand même, ça aussi, ça fait partie de la condamnation. Bon, 1 an avec sursis, et puis 100 millions de dommages et intérêts. Mais ça, c'est quand même extraordinaire, parce que même si on considère qu'il y a tentative d'escroquerie, il n'y a pas préjudice puisqu'il y a tentative. Et on me demande, parce que c'est la décision, on me demande de dédommager la plaignante à concurrence de 100 millions de francs CFA. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que quelqu'un qui essaie, c'est pas mon cas, mais un justiciable lambda, qui essaie d'escroquer, mais qui n'y parvient pas, eh bien, on lui colle des dommages et intérêts pour 100 millions de francs CFA. Alors, à présent, que comptez-vous faire, vous et vos... Écoutez, mes avocats vont faire un pourvoi en cassation. C'est une décision inacceptable. On attend de voir les motifs. Bon, les gens disent que le président Hamadi Diouf est un excellent juriste, l'un des plus compétents de la Cour d'appel. Donc je crois qu'il n'aura pas de peine pour motiver sa décision, mais on est pressé de voir ce qu'il va mettre dedans, non seulement pour justifier l'usage de faux, puisque celui-là n'existe pas, pour justifier la tentative d'escroquerie, parce qu'ils ne peuvent pas citer un bien ou un avoir que j'aurais essayé d'enlever de la propriété de la dame Aminata Diack, de la plaignante. Et également, il faudrait qu'ils justifient le montant de 100 millions de dommages et intérêts qui doivent être versés pour une tentative d'escroquerie qui, encore une fois, n'existe pas, en tout cas pour ce qui me concerne. Ouais, vous attendez toujours une notification, c'est ça? Écoutez, on va aller chercher l'arrêt. Mes avocats y étaient hier, mes avocats y étaient avant-hier. C'est pas disponible, mais c'est quelque chose d'incroyable. C'est incroyable. On ne peut pas s'en tenir à une décision. Ça, c'est un ordre, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il faut qu'elle soit motivée. On est en droit, on est en justice. Pensez-vous qu'il y ait
Mais c'est évident, c'est évident. Pour moi, en tout cas, on exécute un ordre. Bon, maintenant, on va voir. Mais ce qui nous intéresse, puisqu'il s'agit d'un ordre reçu par un magistrat ou des magistrats, ce qui nous intéresse, c'est les motivations. Et puis, on va rester dans le cadre du système judiciaire sénégalais. On va faire chacune des étapes. Vous savez, j'ai beaucoup de chance. Je suis entré en politique il y a 3 ans. Et au moment où je vous parle, j'ai l'expérience de la procédure civile, première instance jusqu'à la cour d'appel. J'ai l'expérience de la procédure pénale, également jusqu'à l'appel et bientôt Cour suprême. D'ailleurs, pour le civil aussi, c'est au niveau de la Cour suprême. J'ai l'expérience déjà de la Cour suprême parce que j'ai déjà fait un référé en liberté pour attaquer l'arrêté du ministre qui organisait les élections présidentielles, le parrainage à l'occasion des élections présidentielles. J'ai l'expérience également de comment fonctionne le Conseil constitutionnel. J'ai une appréciation globale aujourd'hui du système judiciaire sénégalais et très sincèrement, il est très loin de ce que je m'imaginais. D'accord. Vous avez fait une plainte contre Aliou Sall au bout de l'affaire qu'on connaît tous, l'affaire du pétrole. Bon, alors, vous savez, j'aime pas beaucoup le cinéma, d'abord. Le cinéma, c'est quoi? C'est on va faire un appel à témoins, alors que ce sont des faits que l'on connaît depuis 3 ans. Je les ai dénoncés en 2016, par écrit, au président de la République et par lettre ouverte pour que nul n'en ignore. Et il se trouve que d'abord, c'est une procédure assez particulière, appel à témoins, et centrée autour de la recherche de preuves d'une corruption. Alors vous savez, prouver la corruption, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles. Donc je peux presque vous dire à quoi ça va aboutir, cette procédure engagée. Non, on n'a pas pu prouver que Aliou Sall a été corrompu, donc le dossier, on le ferme. Mais nous avons accepté d'être associés à cette procédure. Parce que vous savez, ce qui nous intéresse, c'est de montrer au peuple, parce que la justice est rendue au nom du peuple, c'est de montrer au peuple sénégalais comment fonctionne cette justice qui est censée être rendue en leur nom. Donc, on s'est présenté, on a délivré notre témoignage. Mais évidemment, on sait comment ça va finir et on ne se contente pas de ça. C'est pourquoi le Congrès de la Renaissance démocratique nous a mandaté, M. Mamadou, le député, l'honorable Mamadou Lamine Diallo et moi-même, pour porter plainte. Mais pour porter plainte cette fois, pour quelque chose de très précis. Un faux en document administratif. Alors c'est intéressant parce que vous savez ce qui m'a formé en faux en document administratif, ben, c'est le faux en document administratif pour lequel on me poursuit de manière totalement anormale. Donc j'ai bossé, j'ai consulté le code pénal, etc., etc. Et je sais ce que c'est, un faux en document administratif, grâce à eux. Et le faux en document administratif, celle-là, cette fois, contrairement à ceux qui me reprochaient, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, moi je n'ai pas encore eu présentation du faux pour lequel on me poursuit, mais ce faux, il existe. C'est un rapport de présentation, partie intégrante d'un décret, de 2 décrets, qui ont été, le rapport de présentation qui contient les fausses informations a été signé par le ministre Aly Ngouille Ndiaye, et le décret a été signé par le président de la République et contresigné par Abdoul Mbaye. Alors moi, quand en 2016, j'écrivais au président de la République pour lui dire « Mais attention, monsieur le président, on a été trompé par de fausses informations », ce que j'attendais de lui, c'est qu'il engage une action de plainte pour abroger pour faire abroger le décret. Ce qu'il n'a pas fait. Pendant 3 ans, et au moment où je vous parle, il n'a rien fait. Mais moi, je suis contre-signataire de ce décret. Et je considère donc que moi aussi, j'ai été trompé. Et comme j'ai été trompé, je suis en mesure de me porter partie civile et de porter plainte contre X pour l'instant, tout en
citant dans la plainte toutes les personnes qui ont été impliquées dans le faux et qui ont tiré bénéfice du faux. Parce que quand même, il faut le savoir, il y a eu un faux, de fausses informations données sous la signature du ministre Ali Ngouille qui a trompé, pour l'instant, retenons cette hypothèse, qui a trompé le président de la République et qui a trompé le Premier ministre de l'époque, c'est-à-dire Abdoul Mbaye. Le président refuse de porter plainte, Abdoul Mbaye porte plainte avec le député, l'honorable Mamadou Lamine Diallo, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Alors, il est intéressant donc de constater que dans ce cas, dans le cas de cette affaire, où le faux existe, où le faux est documenté, où le faux a été produit, voilà 20 jours que nous attendons que suite puisse être donnée. Ok, moi j'avais deux questions. La première, Camara l'a déjà posée. Je vais revenir juste par rapport à un projet que le président vient de lancer concernant la modernisation de l'administration. En tant qu'ancien chef de l'administration, comment voyez-vous cela? Ben écoutez, je vous renvoie au rapport qui a été élaboré par les services, conjointement d'ailleurs, par les services de la primature en 2013 et ceux de la présidence de la République, et qui rendait compte des actions qui avaient été engagées dans le cadre de la modernisation de l'administration, et notamment dans le cadre de la réalisation d'économies. Il était question de mettre fin à tous ces gaspillages totalement anormaux qui caractérisent encore aujourd'hui l'administration sénégalaise. Alors vous allez retrouver quoi? Vous pouvez aussi d'ailleurs consulter les procès-verbaux, les comptes rendus des conseils des ministres. En 2012, le président Macky Sall appelle à une gestion sobre et vertueuse. Les affaires publiques sont concernées, l'administration est concernée, et tout de suite, on s'engage dans un programme rigoureux d'économie. Ça a concerné les téléphones, on a fait baisser les factures, chasser tous les... On est allé à la chasse de toutes les facturations anormales. On a réduit les billets, les voyages. Même le Premier ministre n'avait plus le droit de voyager en première classe. On a pris des tas de mesures. On a commencé à rationaliser les agences. Il fallait les faire baisser. Donc, tout un tas... On a commencé à réexaminer les questions de... Pas commencé d'ailleurs, on a pris des décisions sur les factures d'eau, les factures d'électricité au sein de l'administration. Puis finalement, tout ça a été abandonné. Voilà quel est le problème. Mais on est dans un pays où on sait diagnostiquer les problèmes, mais la volonté politique pour leur trouver des solutions est toujours absente. Alors aujourd'hui, ça revient au goût du jour, mais c'est le même président de la République qui est là depuis 2012. Mais le problème est toujours là, parce que d'abord on a changé de Premier ministre, ça c'est un fait, mais parce que ça a cessé d'être un objectif principal, un objectif important de la gestion Macky Sall. C'est tout. Aujourd'hui on y revient parce qu'on est entré, et il faut le dire, dans une période d'ajustement structurel qui s'impose au Sénégal parce que simplement il y a eu gestion gabégique des ressources de l'État, simplement parce qu'on a privilégié le politique partout, on a utilisé les fonds publics pour financer de la politique. Non, mais c'est incroyable. On a attiré l'attention, on a utilisé l'endettement extérieur pour financer des éléphants blancs. C'est un gaspillage incroyable. On a fait monter le service de la dette à des niveaux que ne supporte plus le budget de l'État, ou très difficilement. On est obligé d'entrer dans une période d'ajustement structurel. Ils vous diront, ce n'est pas de l'ajustement structurel. Non, écoutez, on parle français, on ne parle même plus d'économie. Ils sont en ajustement, c'est de l'ajustement. On dépense trop, on va réduire, on serre la ceinture, on réduit les agences, etc., etc. On est dans l'ajustement. Est-ce qu'il est structurel? Il est structurel. Il est structurel simplement par l'étendue des secteurs qui sont concernés. Et ça n'est pas seulement recherche d'économie, c'est également rééquilibre des finances publiques aux dépens des consommateurs et des Sénégalais, et du citoyen sénégalais. Parce que ça aussi, nous l'avions dit.
nous avions dit, mais arrêtez de faire ce que vous faites. Vous allez être obligé d'augmenter les droits de douane, vous allez être obligé d'augmenter les taxes sur le carburant. Qui en pâtit? Le citoyen sénégalais. Ça veut dire que quand vous avez, dans tous les pays du monde, quand vous avez un gouvernement plus ou moins incompétent, mais qui en général prend des décisions dont il maîtrise les effets, mais qui considère comme indispensable à son maintien, eh bien, ça donne ça. Ça finit par se répercuter sur le niveau de vie des citoyens. Quand vous décidez également, en face des syndicats, il n'y aura aucune augmentation, ah oui. Alors, ceci dit, il faut également... c'est peut-être anecdotique, mais ça ne l'est pas tellement. Quand vous vous préoccupez du parc automobile et de ses dépenses, bon, quand vous avez avant ça acheté un véhicule à 1 milliard de francs CFA, vous avez quand même votre petite part de responsabilité. Vous avez parlé d'ajustement structurel. Est-ce qu'on peut le comprendre comme l'ajustement structurel du temps de Lamine Loum, si je ne m'abuse, où certains économistes disaient que c'était dicté par les grandes institutions financières? Oui, écoutez, c'est dicté par la nécessité, c'est tout. Vous vivez au-dessus de vos moyens, pour diverses raisons. Parce que la gabégie vous concerne, vous intéresse, vous permet de financer vos activités politiques, vous permet de mettre par-ci... Écoutez, quand à la veille des élections, régulièrement, vous entendez « celui qui perd ses élections, je le renvoie ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire utiliser les fonds qu'on a mis à votre disposition pour faire votre campagne, sinon vous êtes renvoyé. On ne vous met pas, on ne vous confie pas de responsabilité dans l'administration ou au sein des agences, etc., sociétés et autres, en raison de votre compétence et surtout parce qu'on attend de vous des performances, on vous confie des responsabilités parce qu'on vous veut réussir en politique. Et pour réussir en politique dans le Sénégal, suivez leur exemple, il faut distribuer, il faut puiser dans les caisses. Et après, quand on constate qu'il y a des trous, l'OFNAC, le pauvre OFNAC, envoie des rapports au procureur et le procureur dort sur les rapports. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, vous vivez au-dessus de vos moyens et à un moment donné, vous êtes obligé de procéder à des réajustements quand ce n'est pas trop important ou à de l'ajustement structurel quand c'est trop important. Et le réajustement, c'est quoi? C'est, vous avez des recettes, vous avez des dépenses aussi, des trous, des dettes à régler. Eh bien, il faut augmenter les recettes et il faut réduire les dépenses. Vous réduisez les dépenses en faisant la chasse aux excès, notamment, ou en gênant l'accroissement du niveau de vie des travailleurs par blocage des salaires, et vous augmentez les recettes, toujours en ponctionnant sur les revenus de ces mêmes citoyens et de ces mêmes travailleurs, par les taxes, par l'essence, etc., dont vous augmentez le prix.